Aujourd'hui, la chocolaterie de Bourgogne perpétue la tradition à Dijon. C'est notre feuilleton et c'est l'histoire que nous raconte Pauline Ringenbach, Damira Bézen, Charlie et la chocolaterie. Le royaume du chocolat nous a ouvert ses portes. Un royaume qui n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Un royaume qui a traversé les époques. Plusieurs générations ont perpétué la tradition. Une tradition nommée escargot de Bourgogne. Une confiserie au chocolat fourrée au praliné créée en 1935 à l'occasion des fêtes de Noël. Jean-Paul Fleurant n'était pas là. Mais après 31 ans d'ancienneté, cette histoire, il aime la raconter. À l'époque, c'était monsieur Pierre Lanvin qui, donc avec toute son équipe, invente l'escargot. Je les imagine bien dans le petit laboratoire là, qui était situé dans l'usine de faire ces échantillons et de découvrir un produit finalement qui va devenir l'emblème du site. Car pendant des années, l'usine a tourné à plein régime. Evelyne connaît bien cet endroit, cette ligne de conditionnement. Elle répète les mêmes gestes depuis maintenant 25 ans. J'ai beaucoup été ici. Hein. Oui. On a fait les Lanvin aussi, les boîtes, les trésors. C'était une grande... C'est vrai qu'on était beaucoup. Hein. C'était une grande époque. C'était une grande époque. Oui. Parmi les 300 salariés encore présents dans l'entreprise, nombreux sont ceux qui ont passé ici une bonne partie de leur vie. Comme Maria, qui a démarré alors qu'elle était toute jeune. J'ai commencé en saison et ça fait une quinzaine d'années que je suis embauchée. Ben, ça grouillait de partout, hein. Il y avait beaucoup de monde, maintenant un petit peu moins. Ah, la grande époque, la fin des années 60. La chocolaterie Lanvin est en pleine expansion, une entreprise familiale, forte de son histoire. Il y a une cinquantaine d'années, une sucrerie venue du Nord s'est installée en Bourgogne, à Brazé-en-Plaine, près de la plaine de la Saône, là où il y avait des betteraves. Et cette sucrerie, en 1921, très exactement, a racheté une petite chocolaterie située à l'époque rue Chabot-Charny à Dijon. En 1968, l'entreprise gagne en notoriété grâce à cette fameuse publicité, interprétée par Salvador Dali lui-même. Je suis fou du chocolat Lanvin. La même année, la chocolaterie quitte le boulevard Carnot du centre-ville de Dijon pour s'agrandir. Nous avons confiance dans l'avenir puisque actuellement nous sommes en train de construire une première tranche d'une usine nouvelle dans la zone industrielle nord de Dijon. Cette usine permettra de fabriquer un tonnage à peu près double de celui que nous fabriquons actuellement ici. De 5500 tonnes par an, la chocolaterie est passée à 36 000 dans les années 90, lorsque Nestlé avait la main mise sur l'entreprise. Aujourd'hui, la production n'est plus aussi importante. Mais chaque jour, 60 tonnes de barres chocolatées sortent de cette ligne de production et sont vendues dans toute l'Europe. Humidité, t'as dit quoi? Humidité, je vais la mettre. Ouais, t'attends? Ouais, j'attends. Bon, bah, dès que t'as le résultat, tu me dis ça. Alexandre Deloge est le responsable de cette chaîne. Il surveille chaque étape de la fabrication. Il dirige une équipe de 110 personnes qui voit passer sous ses yeux plusieurs kilomètres de barres tous les jours. Parfois, quand vous voyez passer autant de barres, le soir quand vous couchez, vous avez des barres, l'aliment des barres. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini ça? Bon, c'est fini. C'était au début. C'était donc il y a 13 ans maintenant. Maintenant, c'est fini ça. Alexandre connaît cet atelier comme sa poche. Il l'arpente au quotidien pour s'assurer que tout tourne rond. Il fait en moyenne 6 à 7 km par jour. Il a vu arriver ses barres chocolatées dans les années 90, un produit bien connu des consommateurs qui fait aussi aujourd'hui la renommée de cette immense usine dijonnaise. L'usine fait un total quand même de 55 000 m². Les lignes font 250-300 mètres de long. Pour les barres par exemple, moi je travaille sur 2 étages. J'ai une partie cuisine, fabrication et une partie conditionnement. C'est quand même assez impressionnant. On voit plus ça dans l'automobile à la limite que dans l'agroalimentaire.
Les secrets de la fabrication du chocolat, ce sera notre programme de demain. Et nous verrons que la recette n'a pas beaucoup changé depuis un siècle. De Bourgogne, une entreprise dijonnaise presque centenaire, fondée par Auguste Lanvin en 1921. Alors nous allons voir aujourd'hui que les grandes recettes du chocolat transmises de génération en génération n'ont finalement pas beaucoup changé en un siècle. Le reportage de Pauline Ringenbach et Damien Rabézen. Le royaume du chocolat nous a ouvert ses portes, un royaume qui n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Un royaume qui a traversé les âges. Plusieurs générations ont perpétué la tradition. Une tradition qui passe d'abord par la recette. Que ce soit du chocolat noir, blanc, au lait, aux noisettes ou au praliné, le procédé n'a pas beaucoup évolué depuis 100 ans. Eh bien, une tablette de chocolat est peut-être plus compliquée qu'on ne croit à fabriquer. Les matières premières employées sont le cacao, les fèves de cacao et le sucre. La fève de cacao, importée d'Afrique de l'Ouest, était à l'époque torréfiée, travaillée à Dijon pour obtenir de la poudre, de la liqueur ou du beurre de cacao. Aujourd'hui, toutes ces matières premières sont livrées directement transformées à l'usine. Didier veille au grain, il est responsable de l'atelier chocolaterie. Ce matin, il examine la qualité de cette poudre avant qu'elle ne soit mélangée à d'autres produits. Ça descend dans un pétrin, avec les autres ingrédients qui arrivent en vrac. Un pétrin, c'est un grand malaxeur. On met 1,5 tonne d'ingrédients et on mélange, avant de passer sur les broyeuses et de fabriquer le chocolat. C'est toujours les mêmes ingrédients, c'est toujours les mêmes recettes, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Après, il y a quelques évolutions dans le process. On a surtout des machines qui se modernisent, très différentes. On travaille des batchs qui sont plus gros avec beaucoup plus d'automatisme. Mais la recette de base, c'est tout le temps la même. Adeline supervise la manœuvre. Les paramètres de la machine doivent être minutieusement vérifiés. En fonction des saisons, le dosage des ingrédients est modifié. L'été ou l'hiver, on n'a pas les mêmes températures. Donc forcément, le sucre, par exemple, qui est stocké dans des silos à l'extérieur, va être beaucoup plus froid à l'hiver et va pas du tout réagir pareil qu'en été quand il va être à 40 degrés. Donc on va avoir une différence dans le pétrin, donc forcément sur les broyeuses, ça aura aussi un impact. Avant de passer entre les mains d'Adeline, les matières premières passent obligatoirement par le laboratoire. Ici, plus de 20 000 tests sont effectués chaque année, des tests microbiologiques pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, mais aussi des tests de conformité des produits bruts. C'est la mission de Marie-Annick. On a des critères organoleptiques et visuels pour les goûters à réception. Donc par exemple là, le beurre de cacao, on va vérifier son apparence, qui doit être liquide, légèrement jaunâtre, que la texture doit être huileuse, l'odeur a une odeur de cacao, mais sans goût parasite, et que le goût il doit être doux. Donc voilà, on en prend un tout petit peu, qu'on goûte et qu'on vérifie par rapport à ces critères. Ça ne doit pas être très bon. C'est pas très bon parce que c'est gras. Il y en a certaines qui sont plus agréables à déguster que d'autres. Ce caramel a dû être bien plus agréable pour les papilles expertes de Marie-Annick. Le caramel, ingrédient indispensable pour les barres chocolatées. Nous sommes ici dans la cuisine où des milliers de tuyaux s'entremêlent, dans lesquels sirop, lait, arômes sont dosés par des ordinateurs pour se diriger vers la bonne ligne de fabrication. Même si tout est automatisé, Alexandre, chef de l'atelier, doit tout contrôler. La cuisine représente vraiment le cœur en fait, le départ de la fabrication de toutes nos barres. On fabrique le caramel, la pâte à gaufre. Si on veut avoir un produit de qualité, ça commence par là. Si les contrôles sont faits régulièrement, on a en règle générale un produit de très bonne qualité derrière. À l'étage inférieur, Michael, pâtissier chocolatier, doit surveiller cette qualité, la finesse du chocolat, lorsqu'il arrive sur les tapis après le broyage. Il humidifie la poudre pour la rendre liquide, puis utilise un petit appareil de mesure qui doit afficher un résultat entre 27 et 32 microns, un travail de précision. Le chocolat, c'est un produit qui est vivant, donc toutes les 30 minutes à peu près, on fait une finesse. La liqueur, le sucre, on passe souvent à la même température, donc on a toujours une consistance différente, quoi.
Donc c'est pour ça que c'est un produit vivant, c'est jamais la même chose. Et en ce moment à l'usine, de nouveaux chocolats sont en train d'être fabriqués. Les fritures de Pâques nouvelle génération sont arrivées. Mais ça, ce sera au menu demain. La Pâques, les lignes de production tournent à plein régime. Reportage de Pauline Ringenbach et Damien Ravizet. Le royaume du chocolat nous a ouvert ses portes. Un royaume qui n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Un royaume qui a traversé les âges. Plusieurs générations ont perpétué la tradition. Il est 4h30, Nicolas prend son service. Cette semaine, il fait partie de l'équipe du matin. La chocolaterie de Bourgogne ne dort jamais vraiment. La production est quasiment continue. Direction le vestiaire pour se mettre en tenue de travail. La réglementation est très stricte concernant l'hygiène. C'est la chasse aux bactéries comme dans toute l'industrie agroalimentaire. Nicolas travaille ici depuis 10 ans. Même s'il fait partie de la jeune génération, c'est pas toujours facile de se lever à 3h du matin. Je m'entretiens. Ah bon, je suis encore jeune, donc ça va, j'arrive à tenir le choc, mais faut faire attention, quoi. Essayer de dormir un peu, pas se coucher trop tard, quoi. Essayer de faire un peu de sport, s'entretenir un peu, quoi. Mais c'est pas simple. Je vous avouerai que l'après-midi, quand on rentre, t'as pas trop envie, quoi. Aujourd'hui, Nicolas est aux commandes de la ligne de confiserie. Depuis quelques jours, la production des nouvelles fritures de Pâques est lancée. Il faut surveiller le moulage, le refroidissement, le démoulage de ces petits poissons. Cela faisait d'ailleurs bien longtemps que l'usine n'avait pas fabriqué ce genre de chocolat. Il y a quelques temps en arrière, on avait connu une situation délicate avec moins de travail. Et donc là, le fait de voir des nouveaux produits rentrer, revenir, c'est plus agréable. On sait au moins pourquoi on se lève le matin. On se soucie moins du lendemain. L'usine dijonnaise revient donc à ses premières amours. Il y a 50 ans, les chocolats de Pâques étaient fabriqués en grande quantité. Pour Pâques, les chocolats sont fabriqués dès le mois de janvier. Les chocolats de Noël sont fabriqués dès l'été pour tenir compte des délais de fabrication et de livraison que nous avons et qui sont importants. Nous fabriquons beaucoup de spécialités, en particulier à Noël et à Pâques. Nos consommateurs principaux sont les enfants, d'une part, et d'autre part, le public en général devient de plus en plus gourmand et de plus en plus difficile sur les produits qu'il consomme. Nous estimons que nos produits doivent être consommés en quantité plus importante chaque année dans les années à venir. Dès 1975, l'usine fabrique 32 millions d'escargots et 35 millions de tablettes par an. À l'époque, les œufs en chocolat se vendent comme des petits pains. 2014, l'entreprise reprend ses vieilles habitudes. Les premiers paquets des fritures de Pâques nouvelle génération sortent en bout de chaîne. Avant d'obtenir ce résultat final, il a fallu passer par le service recherche et développement pour élaborer la recette, la forme, le goût de ces fritures de Pâques. Première étape, le tempérage du chocolat. Marie-Pierre le travaille énergiquement, c'est le point de départ d'une bonne recette, une technique qu'elle pratique depuis des années. Tout s'apprend, oui, c'est une technique pour ensemencer dedans les cristaux, pour vraiment avoir une bonne brillance, pour avoir un bon cassant du chocolat. C'est dans ce labo que les fritures ont été mises au point. Marie-Pierre est confiseur, elle teste toutes les recettes. Ici, ce sont les prototypes de chaque petite friture. La pote pour enlever l'air qu'il peut y avoir dedans pour ne pas que ça fasse des petites bulles, des petits trous dans le moulage. Ces fritures de Pâques ont été imaginées sur papier par Mathilde, chargée de projet. Elles travaillent toutes les deux en binôme. Marie-Pierre est là pour vérifier la faisabilité de la recette, pour passer de la théorie à la pratique. On en discute, on revoit les recettes. Parce que moi, par connaissance, soit du produit ou du sirop, donc je vois qu'on ne peut pas y arriver ou il y aura des soucis. Mathilde a décidé, en accord avec son équipe, d'expérimenter un style plus moderne, des chocolats de Pâques version 21e siècle. Il a fallu des mois de travail avant d'en arriver là. D'ici quelques semaines, ces mini Nemo seront enfin en vente. Le plus valorisant, c'est quand le produit, on le voit en magasin. C'est surtout ça.
Donc quand on voit le produit en rayon, ça peut arriver qu'on guette même les consommateurs en train de regarder le rayon et voir s'ils vont acheter le nôtre ou pas. Ça, c'est assez marrant à faire, oui. Lancer des nouveaux produits, obtenir des nouveaux contrats, créer sa propre marque tout en revenant aux fondamentaux, c'est le défi de la chocolaterie de Bourgogne, un défi que nous relèverons demain. Installée à Dijon depuis le début du XXe siècle, elle a connu de nombreux soubresauts et depuis un an, l'usine tente encore une fois de prendre un nouveau départ. Le royaume du chocolat nous a ouvert ses portes. Un royaume qui n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Un royaume qui a traversé les âges. Plusieurs générations ont perpétué la tradition, mais aussi participé au développement de nouvelles productions. La barre céréale prend aujourd'hui une place importante au sein de la chocolaterie. L'une des 15 lignes de fabrication est dédiée à ces barres, aux fruits, au chocolat blanc ou au nougat. Le volume de production est de 10 000 tonnes par an. Une production qui redémarre tout doucement depuis le rachat de l'entreprise fin 2012. Philippe de Jarcy est l'un des 3 derniers repreneurs. L'usine était quasiment à l'arrêt, habituée à produire des produits de marque. Et nous avons changé la stratégie de la société pour aller directement vers des gros volumes, et la grande distribution. Avant ce changement de cap, le site dijonnais a connu de nombreux rebondissements. En 1996, ce sont encore les beaux jours. L'usine connaît une période faste avec Nestlé France. En 3 ans, l'usine dijonnaise a recruté 250 personnes et investi un demi-milliard. Pour les fabrications de fin d'année, elle fait appel aussi à un volant de 350 saisonniers pendant 4 mois. Le début des années 2000 marque alors le déclin de l'activité. Les chocolats des fameuses boîtes Lanvin qui rendaient fou Salvador Dali sont carrément abandonnés par Dijon. Le marché de la boîte d'assortiment est effectivement un marché qui a une tendance à la décroissance depuis quelques années. 2007, Nestlé veut se séparer du site dijonnais, plus assez rentable à son goût. Depuis plusieurs mois, nous avons annoncé aux salariés que nous cherchions un partenaire pour apporter des volumes supplémentaires à l'usine. Ce partenaire, nous l'avons trouvé, c'est le leader mondial des produits à base de cacao, c'est le groupe Barry Callebaut. Barry Callebaut ne tient pas ses engagements, l'usine perd près de 200 emplois en 3 ans. En 2012, 3 repreneurs se présentent alors avec le nouveau projet. Nous allons enregistrer une marque Chocolaterie de Bourgogne qui nous permettra de vendre des produits haut de gamme avec l'image de Bourgogne à l'étranger. 1 an et demi plus tard, la grande distribution est la nouvelle cible. La chocolaterie de Bourgogne prend ses marques sur un marché qui évolue. La grande distribution s'est rendue compte que tout en étant toujours bon marché, le consommateur désirait avoir une qualité au moins égale à celle des marques nationales. Une qualité systématiquement validée avant expédition. Quotidiennement, les chefs de service se réunissent pour la dégustation. Aucun lot de chocolat ou de barre ne sort de l'usine avant d'avoir été goûté par ses experts qualité. Je viens tous les matins, j'aime bien. Ça permet de suivre quand même nos produits, voir s'ils sont bons du premier coup et surtout voir comment ils vieillissent aussi. Et pour éviter l'indigestion, ces spécialistes du chocolat n'en abusent pas. On peut faire comme quand on déguste du vin, on peut recracher, hein, on n'est pas obligé d'avaler. Il faut le garder suffisamment longtemps sur le palais pour voir les arômes et tout ça. Texture, odeur, emballage, tout est passé au crible. Tous ont acquis les compétences nécessaires pour faire la différence entre un bon et un mauvais chocolat. Et avec les années, ils ont aussi dû adapter leur palais. On a eu différents employeurs, donc différentes marques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits, on recherche de plus en plus de produits très cacaotés. Et c'est vrai que personnellement, c'est ce que je préfère. Donc il y a beaucoup de développement de produits. Il y a beaucoup de produits. Des produits pour tous les goûts qui sont présentés dans la nouvelle boutique d'usine de la chocolaterie de Bourgogne. Tu veux des escargots? Ah, les escargots peut-être. Ah, c'est là-bas, d'accord. On y retrouve toutes les spécialités de la maison, celles qui font la différence auprès des clients. Ça donne envie parce que c'est quelque chose de connu, donc on se dit pourquoi pas, c'est juste l'emballage qui est plus le même au final. La boutique a ouvert ses portes en novembre dernier et la clientèle est au rendez-vous.
les clients, c'est vrai que quand ils viennent et puis qu'ils nous disent tiens, on a connu telle personne qui a travaillé dans le temps chez Lanvin, après vous êtes toujours les escargots. Donc ils sont fiers de venir goûter nos escargots. C'est ce qui fait la marque, je crois, de la société, puis qui restera toujours le fameux escargot. Après l'héritage Lanvin, l'expérience Nestlé et plusieurs années de galère, la nouvelle stratégie sera peut-être la recette du succès.